Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre. Francis Brault, votre animateur et artiste d'affaires chez Vendor. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Ève Godet de l'entreprise Anitra. Donc bonjour Marie-Ève, ça va bien? Oui, Excellent, bienvenue à l'émission. merci. Marie-Ève, tu es dans le domaine des fruits hydratés. J'ai oublié de t'introduire en fait. Tantôt, je voulais dire que tu étais la personne qui avait 1001 tours dans son sac parce que les fruits hydratés, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans mille et une choses. Explique-nous un peu, c'est quoi, premièrement, des fruits hydratés, comment vous le composez, puis après ça, explique-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé dans cette industrie-là, puis comment est-ce que tu es ici aujourd'hui. Oui, ben en fait, nous, les fruits déshydratés, c'est vraiment utilisé là, un petit peu partout, justement dans les microbrasseries, les distilleries, les gens qui font des granolas, l'alimentation animale. Donc, c'est vraiment très varié. Ça peut aller dans plusieurs entreprises. Nous, on vend surtout aux transformateurs, en fait. On vend un peu au détail. Ce qui m'a emmené là, en fait, mon parcours, moi, j'ai étudié en biotechnologie. Par la suite, j'ai commencé à travailler en contrôle qualité dans un abattoir. J'ai changé parce que je me suis rapprochée de la maison. En fait, j'ai travaillé dans une entreprise où ils faisaient des teintes buccaux. Et puis, ensuite, ils sont tombés sous la protection de la faillite. Ça faisait 3 mois que j'étais rentrée là. Donc, je me suis mis à toucher un petit peu tout, la production, les montages, démontages, l'équipement, toutes ces choses-là. Ce qui m'a emmené quand ils ont été vendus, je me suis envenue à une entreprise qui faisait du kombucha. Puis là, on est vraiment parti du garage de la propriétaire. Puis, on était 2 au départ. Puis on a vraiment tout monté l'entreprise. J'ai travaillé très fort là-dedans. Puis éventuellement, je me suis dit, ben, si je suis capable pour les autres, je dois être capable pour moi. Ça faisait un petit bout que ça me trottait dans la tête. Fait que c'est ce qui m'a amené à me partir en affaires avec un associé aussi qui, lui, avait plus le côté vente et marketing. Puis c'est comme ça qu'on a parti l'entreprise. Est-ce que le kombucha, c'était dans les débuts, là, parce que ça fait quand même un 10 ans que le kombucha, c'est une belle tendance. Est-ce que c'était au début de la tendance ou c'était en plein milieu, vers la fin? C'était quand ça? C'était tout à fait au début ici au Québec. En Californie, c'était déjà bien démarré, là, mais ici au Québec, c'était vraiment dans les débuts parce que là, quand j'ai commencé là, ça fait 15 ans déjà. J'ai été un bon 50 ans dans cette entreprise-là, donc on était vraiment plus dans les débuts ici au Québec, là. Puis comment ça a été, ça, ce processus? Parce qu'on s'entend, un nouveau produit dans un marché, comment tu as vécu une start-up, dans un produit que personne connaît, en fait, c'est nouveau, personne ne connaît ça, il n'y a pas un marché encore. Comment est-ce que tu as vécu ça en tant que on va dire, je dirais pas entrepreneur parce que tu n'étais pas l'entrepreneur à l'époque, là, mais comment est-ce que tu as vécu ça, de faire partie des piliers de ce projet-là? Moi, c'est sûr, je n'étais pas du côté des ventes, j'étais vraiment du côté contrôle qualité, production, toutes les installations d'équipement. Donc, j'avais un petit peu moins cette notion-là. Puis justement, je n'étais pas encore entrepreneur. Il y a beaucoup de choses qu'on prend conscience en étant entrepreneur. Mais c'est sûr que ça nous a emmené justement à voyager en Californie, d'aller voir un peu ce qui se faisait là-bas pour comprendre. Puis les premiers shows qu'on a faits, les gens qui goûtaient, des fois, c'était surprenant les visages, justement, parce que c'était pas très, très connu ici. Maintenant, ça a changé, c'est habituel, les gens s'attendent au goût plus acidulé que ça a, puis tout ça. Donc, ça a évolué depuis, là. Super. Ouais, ben c'est pas toujours évident là, quand on lance un produit dans un marché où est-ce qu'il n'y a pas de clients, où il n'y en a presque pas. C'est sûr que c'est au niveau des ventes que ça a le plus gros impact, mais c'est sûr la prod, ça en prend un coup aussi. Là, en fait, c'est l'entreprise en totalité. Puis, qu'est-ce qui t'a apporté à changer ben, tu étais toujours dans l'alimentation, mais de changer de niche, de t'en aller dans les fruits séchés? En fait, c'est tout simplement, moi et mon associé, on travaillait ensemble à l'autre entreprise, puis dans les shows, tout ça, on voyait qu'il y en avait des fruits déshydratés. Il y avait toujours des produits d'ajouter. On ne comprenait pas le besoin d'ajouter des sulfites, d'ajouter d'autres produits là-dedans, tout ça. On trouvait qu'il y avait un endroit pour des collations santé, ces choses-là. Fait que c'est ce qui nous a emmené un petit peu. On en discutait le midi, on en discutait aux pauses, donc c'est ce qui nous a emmené un petit peu vers ça, là. OK. Puis, exemple, moi, des fruits séchés, là, c'est des petites collations en sac, exemple de, je sais pas moi, de raisins secs, etc. Moi, c'est ça l'image que j'ai typiquement là, des fruits séchés. Est-ce que c'est un peu ça que vous offrez? C'est quoi que vous offrez concrètement?
Au début de l'entreprise, c'était ça. On a parti avec des petits sacs collations de pommes, de bananes, des choses comme ça. Il y avait beaucoup d'éducation à faire parce que justement, les gens ne faisaient pas la différence. Par exemple, les bananes séchées sur le marché, c'est des bananes frites dans l'huile. Bien, nous, c'était pas ça. C'était vraiment des bananes déshydratées. Il n'y avait rien d'ajouté. Donc, puis, à un moment donné, on a dit, bon, là, on a décidé de s'en aller. On a dit, notre force est vraiment côté manufacturier, production, transformateur. Donc, on a décidé de s'en aller vraiment vers la vente à des transformateurs comme ingrédients et non dans le marché du détail qui demandait beaucoup plus sur le côté marketing, sur le côté de développement des ventes et tout ça, là. Donc, on a vraiment fait un virage, là, en 2014, vers la transformation, la vente en vrac. Et vous faites plus en fait du co-packing, donc vous vendez, pas du co-packing, vous êtes des matières premières, exemple pour des entreprises de céréales, qu'eux vont rajouter vos mélanges dans les céréales. On parlait tantôt avant l'émission à des bars, des microbrasseries. Comment dans ma tête, je le visualise pas, mais comment est-ce que les fruits déshydratés se retrouvent dans les micros? Oui, bien en fait, ils s'en servent comme aromates. Ça fait longtemps qu'ils utilisent l'écorce d'orange. Puis nous, on arrive avec un produit qui n'a pas que l'écorce, il y a toute la pulpe aussi qui a été séchée, donc ça amène d'autres goûts, d'autres arômes. Fait qu'ils s'en servent beaucoup pour aromatiser. On a aussi des belles rondelles là, qu'on vend spécifiquement pour les drinks, pour la décoration. Puis ça, c'est de plus en plus en vogue. Donc, c'est un petit peu les différents marchés, là. Wow, c'est intéressant. Fait que votre stratégie de commercialisation, là, vous avez un peu laissé le retail de côté, IGA, Métro, etc. C'est pas là où est-ce que vous vendez. Vous vendez vraiment plus à des entreprises, donc c'est un cycle de vente B2B, c'est des commandes, c'est des comptes. Comment ça gère ça? Parce que là, on vient de passer des années un petit peu plus... des montagnes russes, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que tu as géré ça? On s'entend, les restos c'était fermé. Les micros, je pense que ça allait super bien parce qu'ils vendaient beaucoup de bière. Mais comment est-ce que vous avez géré ça en tant qu'entrepreneur du jour au lendemain, tout arrête, tout vire de bord, on doit se revirer sur un 10 sous. Comment est-ce que tu as vécu ça personnellement et professionnellement? Nous, en fait, on a eu la chance, professionnellement, on a eu la chance que, justement, les microbrasseries, ça allait super bien, les distilleries, ça allait super bien. Donc, de ce côté-là, ça a continué. Puis, on venait de commencer à vendre des rondelles pour les drinks. Donc, ça l'a coupé. Là, ça va repartir. Mais tu sais, comme on a des marchés très variés, bien, ça ne nous a pas trop affectés. Après, c'est sûr que côté personnel, c'est quand même frappant de dire « Oh, OK, attends, tout le monde arrête. » Est-ce que nous, on est là-dedans? Est-ce que là, finalement, on était considérés comme essentiels parce qu'on était alimentaire? Puis on a eu la chance que tous nos employés étaient ouverts à continuer parce que, bon, il y en a que des fois, avec certaines craintes dans des entreprises, ça a été plus difficile. Nous, on est une petite équipe. On est environ 14. Puis tout le monde voulait continuer. C'était important pour eux. Fait que, de ce côté-là aussi, ça a vraiment bien été. Tout le monde a embarqué, puis on a continué. Puis ça a été très apprécié aussi. 2 points importants que je soulève dans tout ça. Vous avez diversifié vos marchés. Donc ça, c'est très important. Comme ça, si jamais il y a une tempête qui arrive dans un marché, ben la business continue d'aller de l'avant. Ça fait que ça, bravo. C'est pas tous les entrepreneurs qui font ça. Souvent, on se focus. Il y a un contexte en affaires qui dit « Ah, concentre-toi dans une affaire puis deviens bon dans cette affaire-là. » C'est vrai. Mais c'est pas vrai, parce que s'il arrive de quoi dans cette niche-là ou dans cette industrie-là, bon, partout. Fait que bravo d'avoir réfléchi à ça, à cette stratégie-là. Comment vous avez fait pour que vos employés, puis ça c'est très, très, très important, ce point-là, comment vous avez fait pour que vos employés veulent continuer d'aller de l'avant, dans le sens que il y a plein d'entreprises que, bon, les employés ont décidé, bon non, c'est trop à risque. Est-ce que vous avez comme l'espèce de côté très humain dans l'entreprise et RH, je présume que c'est très familial, la culture. Explique-nous un peu de ta culture d'entreprise parce que je trouve ça très, très pertinent que ton équipe a décidé dans un moment où est-ce que tout le monde voulait arrêter, là, on va te dire, c'est ce qui est arrivé, que ton équipe a dit non, nous, là, peu importe ce qui se passe, on est dévoué à l'entreprise, on veut que ça fonctionne. Comment tu as fait pour apporter cette culture et cette mentalité-là dans l'entreprise? Bien, effectivement, nous autres, ça a toujours été super important, le côté personnel aussi. Tu sais, à tous les matins, je fais une tournée, je vais dire bonjour à tout le monde. Tu sais, on est un petit peu au courant de ce qui se passe, donc on discute aussi dans leur vie personnelle. On n'est pas une grosse équipe, donc vraiment, on trouve ça important que tout le monde se tienne, tout le monde s'entraide. Fait que ça fait partie un peu de notre ADN. En fait, ça s'est fait naturellement, puis je pense que ça a toujours été apprécié aussi. Étant une petite entreprise, on n'est pas capable d'aller offrir non plus des salaires extravagants
extravagant comme on peut voir annoncé et affiché partout. Donc, c'est un petit peu ça qui va faire qu'on va quand même garder notre équipe, justement. Je pense que c'est une force pour nous. Puis c'est sûr qu'il y avait le côté sécurité aussi. T'sais, on s'est assuré de faire attention pour pas qu'il y ait de risque non plus pour personne, puis de respecter les craintes de tous et chacun. Puis tout le monde a été très ouvert là-dedans. Donc, je pense que ça a été une bonne partie. Super. Puis, est-ce que tu penses, mettons je suis un de tes employés, comment est-ce que ton employé te voit en tant que patron? Ça c'est la question difficile à répondre, mais est-ce que ton employé te voit comme le chef, le patron qui est revenu en avant, ou cette personne-là te voit comme une personne qui veut l'aider à se développer? Là, je t'ai un peu donné les réponses dans la bouche, mais c'est quoi l'image, en fait, là, que les gens ont de toi? Bien, on essaie d'être très ouvert, d'être toujours disponible. Ils peuvent venir me voir quand ils veulent. S'ils ont besoin d'être en production, je vais y aller avec eux, puis on va finir la journée. Puis c'est ça, on essaie d'être vraiment une équipe pour avoir vécu d'autres types d'expériences, patron versus employé, certaines choses que j'ai jamais voulu reproduire. Ça a été très important pour nous deux, pour mon associé aussi. Donc, il y a des choses qu'on ne voulait pas reproduire. Ça reste que c'est nous qui prenons les décisions finales. Des fois, ça ne convient pas à tout le monde, là, c'est sûr. Mais on essaie de faire attention là-dedans. On a même fait lire un livre à toute l'équipe de la gestion du changement aussi pour essayer de comprendre un petit peu chaque personne, comment il réagit par rapport à ça, pour essayer de rendre ça plus simple aussi. Donc, on essaie des petites techniques comme ça. Je pense qu'ils nous voient comme des entrepreneurs qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, puis on essaie d'être le plus transparent possible. Après ça, c'est sûr que c'est une question de personnalité aussi, là, mais on essaie de faire du mieux possible pour que ce soit agréable. J'aime ça, j'aime le côté transparence, j'aime le côté très familial. Moi, je pense personnellement que le futur, c'est exactement le type de business, pas le type de business, mais la philosophie d'affaires personnelle que vous avez. Je pense que le futur ressemble beaucoup à ça. Oui, des KPI, c'est important là, d'avoir des indices de performance, etc. Mais je pense que si on se concentre sur notre équipe, l'espèce d'expression là, l'œuf ou la poule, là, si on se concentre sur la poule, ben l'œuf va toujours être de bonne qualité. Si on se concentre juste sur l'œuf et de vendre l'œuf, puis on se concentre pas sur la poule, ben à un moment donné, la poule va moins performer. En fait, elle performera plus, elle va mourir. C'est un peu ça qui arrive. J'adore cette façon de voir les choses. Ton objectif d'affaires, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que ton but, c'est de... Là, vous êtes 14. Est-ce que ton but, c'est de monter à 50, 100? Est-ce que ton but, c'est de rester peut-être une plus petite équipe, mais avoir plusieurs succursales? Ça ressemble à quoi un peu là, le futur pour ton entreprise? Ben en fait, moi, ça a toujours été clair dans ma tête que je voulais pas avoir trop. Tu sais, je veux dire, on va peut-être se rendre à 20, là, mais tu sais, 50, ça m'intéresse pas. Parce que justement, moi, j'ai besoin du côté personnel. J'ai déjà travaillé dans une entreprise qu'on était 1200 personnes. Puis à part de connaître les 3-4 personnes de notre département, on connaissait personne d'autre. Puis je trouve que ça manque un peu justement, le côté plus personnel et tout ça. Fait que ça, ce côté-là, pour moi, il est important. C'est sûr que, de toute façon, c'est pas l'avenir d'avoir plein d'employés, il y en a plus disponibles, donc on veut s'en aller plus vers l'automatisation, avoir des postes qui sont peut-être plus à valeur ajoutée, plus intéressants, mieux rémunérés aussi, mais rester avec un petit noyau là, qui est fonctionnel, puis tout le monde est bien et heureux là-dedans. Là. Oui, effectivement, le personnel, je sais pas ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, mais on dirait que le monde a disparu. J'en parlais justement hier avec mon associé, on était comme, mais avant la COVID, tous les postes étaient comblés, oui, le taux de chômage était pratiquement pas si élevé, puis en ce moment, je regardais l'autre fois, puis il était pas si élevé. Je sais pas ce qui s'est passé. D'après moi, c'est les retraites. Les gens ont pris beaucoup leur retraite, puis là, ça a comme tout à donner en même temps, puis là... c'est ça. Il n'y a plus de Oui, effectivement. Moi, ce que j'ai lu là-dessus, ce que j'ai vu beaucoup, c'est qu'effectivement, avec le COVID, il y en a beaucoup qui ont réfléchi à leur carrière. Il y en a beaucoup qui ont décidé de prendre leur retraite. Puis il y a beaucoup de baby boomers qui sont rendus dans ces âges-là aussi. Donc après, il y en a moins. Il y a moins de personnes. Puis, tu sais, même ce que j'ai vu aussi, c'est que le pic va être en 2025, là, parce que là, vraiment, tous ceux qui sont dans ces âges-là vont être rendus à la retraite, puis il va y avoir moins de gens disponibles. Donc, c'est important à considérer aussi, là.
100%. Puis ça, c'est important de voir le futur dans le sens que tu es entrepreneur. Là, c'est le fun. On navigue sur l'eau, on va dire, semi-tranquille. Ben, un petit peu rough, il y a des petites vagues. Mais en avant de nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'il faut le planifier. C'est pas en 2024 et demi que ça va être le temps de sortir l'artillerie pour se préparer. C'est maintenant. Fait que vous considérez l'automatisation. Il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise perception de les robots, ça va envahir le monde, etc. Moi, j'ai pas cette idée-là parce que l'automatisation, ça peut faciliter énormément de tâches répétitives pour des employés. Puis moi, je pense que ça va apporter une meilleure qualité de vie au travail. Parce que les gens qui vont être présents, ils vont faire des postes peut-être un peu plus épanouis. Ils vont probablement plus s'épanouir dans leur travail. Parce que si je fais AB toute la journée, mais là, c'est rendu une machine qui le fait à ma place, puis moi, je peux faire autre chose. Ça va me permettre d'arriver à la maison probablement plus heureux. Est-ce que tu penses que ça a du sens? Qu'est-ce que je dis? Tout à fait, c'est ça. Ça va être des postes qui vont être plus valorisants, puis qui vont être, c'est ça, moins répétitifs, justement. Puis, tu sais, nous, on est tout à fait ouverts aussi à former notre équipe là-dessus, parce que là, on s'entend que ça va devenir des postes éventuellement plus techniques. Il y en a, c'est sûr que ça leur fait peur un petit peu, là, mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de la gestion du changement aussi. C'est un gros morceau dans cette étape-là. Mais moi, je pense vraiment que c'est l'avenir aussi, l'automatisation. Puis j'en ai vu des équipements. C'est impressionnant ce qui se fait. Là, on parle d'équipement, mais il y a aussi tout le côté intelligence des données, tout ça là, qui embarque là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de place à amélioration puis à valorisation là-dedans. Là. Oui, 100%. Puis la beauté de tout ça, c'est que, par exemple, on parle d'intelligence de données, tout s'adapte en temps réel. Fait que, exemple, une personne qui n'aime pas les oignons, ben il ne verra pas des oignons dans sa vie. Puis ça, c'est intéressant parce que on va voir seulement des choses, on va être en relation avec des choses qu'on aime. Puis ça, je pense que c'est une belle valeur. C'est super. Au niveau... une question plus personnelle, au niveau de ta vie, ton parcours, bon, tu étais en biotech avant, comment est-ce que tu vis ça, être entrepreneur? Parce qu'on s'entend, quand on est à l'école, on étudie, etc., on n'apprend pas à devenir entrepreneur, même s'il y a des cours d'entrepreneurship, je dis, c'est pas la vraie vie, vraiment pas. Et comment est-ce que tu vis ça, gérer une compagnie, gérer des finances, gérer du personnel, gérer une production, en fait, s'occuper pratiquement, en fait, de faire tout, A à Z. C'est vraiment ça la réalité dans les débuts. Comment est-ce que tu vis ça de faire une job dans une entreprise où est-ce qu'il y a 1200 employés, tes tâches c'est A, B, C, ça s'arrête là. Là, maintenant, c'est ta vie. C'est une entreprise, parce que c'est littéralement ça qui arrive. Comment est-ce que tu as vécu ça, ce chiffre-là? Tu sais, en fait, je te dirais que moi, quand j'étais à l'école, là, pour moi, c'était, tu sais, quand on faisait le test repère là, dans les cours de choix de carrière, il n'y avait pas entrepreneur. Pour moi, c'était comme tu naissais entrepreneur, tu étais dans une famille, puis je ne l'étais pas. Jusqu'à temps que je découvre que c'était une possibilité. Mon père a fait quelques essais, a déjà eu des franchises. Fait que, tu sais, c'était une possibilité. Puis bon, quand on a décidé de se lancer, il y en a qui appellent ça l'innocence du débutant. On a appris énormément. Mon associé aussi, il n'y a pas d'entourage entrepreneur, donc on a vraiment eu beaucoup d'apprentissage. C'est sûr que se repartir, il y a des moves qu'on ferait beaucoup plus rapidement qu'on a fait. Donc, on a appris beaucoup parce que c'était pas dans on n'avait pas appris ça, puis on n'en avait pas dans notre entourage. Donc, ça a été un grand parcours là-dessus. En même temps, avec mes anciens emplois, il y a des choses que j'avais vues que je voulais reproduire ou que je voulais pas reproduire. Puis, tu sais, c'était une façon un peu justement, d'essayer mes idées. Tu sais, des fois, c'est un petit peu réprimé quand on est ailleurs. On a des idées, puis c'est pas toujours considéré. Donc là, c'était vraiment comme, ben garde, nous, on le laissait de la façon qu'on pense que ça va fonctionner, puis on y va. C'est sûr qu'on a fait des petites gaffes de temps en temps, des affaires qu'on ferait pas. Mais on a évolué beaucoup là-dedans, je pense. Puis moi, je suis quelqu'un qui se remet constamment en question. Je vais aller lire, je vais essayer d'améliorer ça le plus possible, toujours. Mon poste a évolué aussi, c'est certain. Là, au début, on était deux, on faisait tout, puis c'était tout petit. Puis en 2014, on a fait un agrandissement, on a déménagé, on s'est vraiment industrialisé, si on veut. Donc là, ça a été des changements aussi. On a commencé à engager, donc là, le côté ressources humaines, le côté... Fait que, tu sais, on a appris beaucoup. Là, je suis rendue directrice générale, puis mon associé est vraiment dans les ventes et marketing. Puis on a des postes un petit peu plus définis.
J'ai toujours aimé toucher à tout. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui aimait faire toujours la même affaire, puis j'aime apprendre, donc c'est parfait l'entrepreneuriat pour ça. Maintenant, j'essaie de participer avec Ose Entreprendre et autres à faire connaître l'entrepreneuriat aux jeunes pour qu'ils voient aussi que c'est une possibilité 100%. Plus jeune, disons. T'sais. Ouais. C'est ça le but un peu du podcast, en fait, c'est de démontrer aux gens que on travaille autant, on a des gens autant en mode cadre que des entrepreneurs. Puis moi, qu'est-ce que j'adore avec les entrepreneurs, c'est que on a envie de démontrer aux autres entrepreneurs potentiels que c'est vraiment, ça existe vraiment, parce que souvent on pense c'est une possibilité, c'est ça. Exactement. C'est pas comme on disait tantôt, c'est pas un choix de carrière être entrepreneur. C'est toujours un peu space là, quand on dit je veux être entrepreneur, mais qu'est-ce que ça fait un entrepreneur? Ben je sais pas. Ben c'est toujours ça un peu qui se passe. Puis en fait, un entrepreneur, c'est une personne qui voit un problème dans un marché, qui voit une opportunité, puis il crée un produit ou un service en lien avec ce problème-là. Ça fait un peu le tour pour aujourd'hui. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui veulent ou qui pensent se lancer en affaires? C'est sûr qu'il faut faire preuve de persévérance, de résilience. Il y a toujours des gens qui vont être là pour dire, tu sais, comme nous autres, des fruits séchés, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pour les astronautes, tu sais, là. Fait qu'il faut avoir notre idée, il faut savoir où on s'en va. Puis après ça, il y a beaucoup le côté garder l'équilibre aussi avec la famille. Moi, j'ai quand même 3 enfants. J'avais déjà mes 3 enfants quand j'ai lancé l'entreprise. Ils étaient jeunes, donc c'est aussi de réussir à garder cet équilibre-là, c'est très important. C'est pas toujours facile, mais c'est important aussi. Mais, tu sais, être entrepreneur, c'est entreprendre. Donc, c'est de faire le pas supplémentaire pour dire « OK, j'y vais, je fonce ». C'est très valorisant de le faire aussi, je pense. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée derrière. J'adore ton point de vue d'avoir un équilibre famille-travail, parce que si je vis un peu la même situation. Si je mets pas du temps à la maison comme il faut, je passe pas de temps de qualité avec ma fille, ma femme, au travail, je vais avoir de la difficulté à m'épanouir parce qu'il y a toujours un petit guilt trip qui va s'installer à côté, je suis pas là pour ma famille. Oui, je vais peut-être performer dans mon travail, mais est-ce que je vais vraiment être heureux dans tout ça? Puis une des raisons, je pense, pourquoi on est en affaires, c'est pouvoir faire notre horaire, mais on la fait pas vraiment au début, là, c'est ça qui se passe, mais d'avoir une qualité de vie, en fait, c'est ça un peu l'objectif. Mais si dès le début, on n'a pas la qualité de vie, ben l'entreprise va être basée sur nous seulement, et c'est là ça devient un problème. Parce qu'on n'a plus de qualité de vie, on travaille 100 heures semaine, notre famille, souvent ça peut apporter des divorces, ça peut apporter que nos enfants, en vieillissant, ils nous apprécient pas en tant que parents. Fait que ça, je pense que c'est vraiment, en tout cas mon opinion à moi, c'est vraiment important de baser notre entreprise avec ces valeurs-là, puis les garder, quitte à avoir une croissance un peu moins rapide, mais quand on va avoir une croissance, ça va être stable et ça va nous permettre, dans le futur, que l'entreprise ne dépende pas juste de nous. Parce qu'on va se dire, le but d'avoir une entreprise, c'est éventuellement la vendre ou déléguer 100% des tâches et nous de superviser, etc. Mais les gens qui bâtissent l'entreprise avec eux seulement, avec leur temps seulement, puis qui n'apprennent pas à déléguer, puis n'apprennent pas à prendre du temps pour eux, ben l'entreprise va toujours rester dans ce mode-là parce que l'entrepreneur va avoir une espèce de vision travail. Il ne sera jamais capable de déléguer à 100% puis de laisser l'entreprise rouler. Et c'est ça le but de l'entreprise, en fait, c'est qu'on ne soit pas obligé d'être là puis que les opérations continuent à opérer. On s'entend, dans les débuts, c'est impossible à moins d'avoir des millions devant nous. Puis si on a des millions devant nous, on prend des mauvaises décisions. On dépense. Oui, ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Exactement. Fait que je pense qu'en se concentrant sur soi, puis en passant du temps de qualité avec nous et notre famille, et en bâtissant l'entreprise, on apprend à former les gens délégués, à structurer nos choses pour que l'entreprise ne dépende pas de nous. Ça, c'est souvent, je le vois très souvent, un oubli pour les entrepreneurs. Oui, puis c'est pas évident, tu sais, on a notre idée, on a notre vision, donc de réussir à déléguer, c'est un apprentissage aussi, tu sais, parce qu'au début, on touche à tout, on fait tout, on sait tout par cœur, à un moment donné, c'est plus vrai que c'est réalisable, donc il faut apprendre à déléguer, comment déléguer aussi, puis tout ça, effectivement, il y a de l'apprentissage de ce côté-là, mais c'est super important aussi, là, justement, pour réussir à avoir un peu un équilibre, puis on le voit, on voit la différence, puis souvent, ça va avancer encore plus vite, là.
100%. Marie-Ève, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'adore ta passion. On le voit quand tu parles. Même quand tu parles pas, t'es passionné. Ça paraît. Super de belle énergie. J'ai adoré notre entretien aujourd'hui. Merci. Pour la fin, est-ce que tu avais un petit quelque chose à dire pour terminer? Peut-être un dernier conseil là, aux gens qui hésitent à se lancer ou qui sont pas encore certains de le faire? Je pense qu'il y a plein de belles histoires qu'on voit. C'est encore un peu tabou, malheureusement, au Québec, là, mais il y a plein de belles histoires d'entreprises. Il y en a des moins belles aussi, c'est bon de les connaître. Mais, tu sais, aller lire là-dessus, puis c'est ça, c'est de se donner le go, puis de partir de bien s'entourer. C'est super important aussi, selon nos forces, nos faiblesses, il faut bien les connaître, puis il faut aller s'entourer. Comme ça va bien aller, puis ça va bien partir. Super, fait que le mot de la fin, c'est osez, entourez-vous des bonnes personnes, puis faites confiance que ça va fonctionner. Oui. Avec persévérance. Toujours avec persévérance, parce que, comme on dit, Rome, c'est pas bâti en une journée. Je pense que c'est ça l'expression. Ça veut dire que c'est une brique à la fois qu'on installe, puis on met un pied devant l'autre. Ça fait peur des fois, mais moi, je me dis toujours, quand les journées que ça va pas bien, je me dis, je me laisse une autre journée. Puis là, le lendemain, je me redis la même chose, une autre journée, puis une autre journée, puis ça fait vraiment, on est 10 ans plus tard, puis ben, une journée à la fois, puis ça avance. Je pense que c'est comme ça que Il y a déjà un entrepreneur qui m'avait dit, quand tu as des belles journées, tu t'en gardes un petit peu pour les moins belles et vice-versa. C'est vrai. Donc comme ça fait un certain équilibre. C'est très vrai. Excellent, mais merci beaucoup de Marie-Ève d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute d'Apprendre et Entreprendre. On se revoit bientôt, puis allez voir l'entreprise de Marie-Ève. Là, vous allez pouvoir sans doute trouver ses produits dans d'autres produits. Donc, allez lui écrire un petit message, puis la féliciter pour son travail. Merci d'avoir été là aujourd'hui à l'émission et bonne semaine. Bye bye. Merci.